Notre invité aujourd'hui est à la tête d'une gigantesque machine, 900 000 élèves, 120 000 personnes qui travaillent à leur encadrement, dont 90 000 enseignants, un budget de 8 milliards d'euros, presque les 3/4 des dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Diriger le monde de l'enseignement, c'est une immense responsabilité. C'est aussi un poste à haut risque quand les marges financières sont réduites. Nous accueillons Caroline Désir, ministre de l'Éducation. Bonjour Caroline Désir. Merci d'être avec nous. On va commencer par l'actualité immédiate, puisqu'au moment où on se parle, il y a une conférence de presse du comité de concertation qui va théoriquement annoncer la fin de l'obligation de porter le masque dans les écoles. Ce sera pour le 21 février et ça va concerner tous les élèves des écoles primaires. C'est une bonne nouvelle ? Oui, je crois que c'est une très bonne nouvelle. On voit que tous les chiffres vont dans le bon sens, y compris dans les écoles, et qu'on procède donc dans la société à une série d'assouplissements. C'est normal, je pense, que ce soit le cas aussi dans les écoles. On a beaucoup de retours de terrain aussi qui nous disent que le port du masque chez les petits notamment, c'est compliqué. C'est compliqué en termes d'apprentissage, spécialement pour des enfants qui sont dans les premières années du primaire, qui doivent apprendre à lire et écrire. C'est compliqué pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, des troubles d'apprentissage. C'est compliqué aussi pour les enfants qui ne maîtrisent pas bien le français. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que c'était nécessaire. Donc le 21 février, c'est-à-dire qu'il y a encore une semaine à tenir et après on pourra tomber le masque. Pour le secondaire, ce sera un petit peu plus tard, ce sera au mois de mars ? Alors visiblement, rendez-vous est pris pour un nouveau Codeco début mars pour se pencher sur le sort des élèves de secondaire. Oui. Alors, vous connaissez peut-être le principe de cette émission le vendredi, c'est de donner la parole au public de BX1, de prendre un certain nombre de questions qui sont posées par nos téléspectateurs. C'est Anaïs Corbin qui se trouve 2 étages plus haut dans l'étage de la rédaction et qui repère et récupère vos questions. Bonjour Anaïs, est-ce qu'on a déjà des questions par exemple sur le masque ? Oui, effectivement, Fabrice. Alors, on a 2 questions. D'abord, Pierre qui demande quand est-ce que les profs recevront les masques FFP2. Et ensuite, Gentiane qui dit que sa fille a effectivement mal vécu le port du masque, que maintenant elle est mise à l'écart par ses camarades. Vous étiez contre de ce qu'elle dit, Madame Désir, au début. Pourquoi aviez-vous changé d'avis ? Alors, pourquoi avez-vous changé d'avis ? Ça vaut peut-être le coup qu'on explique comment ça fonctionne, oui. Parce qu'il y a une conférence des ministres de la Santé, il y a une conférence des ministres de l'Enseignement, et puis il y a le comité de concertation qui prend les décisions. Ça veut dire que vous n'avez pas été toujours suivi ? Oui, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans des domaines qui touchent la santé, évidemment. Donc, ce sont les ministres de la Santé qui établissent les protocoles sanitaires. On est conseillé dans la gestion de cette crise par des experts. Et donc, voilà, au fur et à mesure, les choses évoluent d'un variant à l'autre. Vous savez que le variant Delta n'était pas le variant Omicron, que la contagiosité était différente d'un variant à l'autre. Et donc, les recommandations des experts ont aussi varié avec le temps. C'est vrai que moi, j'ai toujours soulevé, puisque je suis ministre de l'Enseignement, j'ai toujours soulevé surtout les difficultés pédagogiques liées au port du masque et la difficulté pour les enfants à porter ce masque en continu pendant plusieurs heures. Parlons clairement et sans langue de bois. Vous n'étiez pas favorable au port du masque, mais vous n'avez pas réussi à vous y opposer. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours exprimé les difficultés, en tout cas, qu'on nous relayait. À un moment donné, les experts ont considéré que dans des phases aiguës de la crise, c'était nécessaire de le porter. Et donc, à ce moment-là, quand le Codeco prend une mesure qui touche l'ensemble de la société par arrêté royal à partir de 6 ans, moi, je m'y suis pliée parce que je trouve qu'il faut aussi de la loyauté dans ces décisions. Elle s'imposait à tous. L'autre question de l'autre téléspectateur ou téléspectatrice, je ne me souviens plus, sur pourquoi est-ce qu'on n'équipe pas les professeurs de masques, et par exemple de masques FFP2, qui ont l'avantage de protéger dans les 2 sens, qui protègent aussi celui qui porte. D'abord, c'est une question légitime et qui est revenue souvent. C'est aussi une question de coût. Donc, on a essayé d'équiper les professeurs et les élèves au tout début de la crise. Ensuite, mais quand les masques sont devenus une obligation dans tout le reste de la société, on n'a pas pu continuer à équiper parce que simplement, ça a un coût très, très, très important quand il s'agit d'équiper, vous l'avez rappelé, 100 000 enseignants, 900 000 élèves. La fédération ne peut tout simplement pas assumer ce coût. Alors, il y a eu une journée importante hier, c'était une journée de mobilisation dans le monde dans l'enseignement avec au moins 5 000 manifestants en place sur l'aide-choquée, des débrayages de la maternelle à l'universitaire, directeurs, enseignants, personnel administratif. Ça vous a surpris cette mobilisation ? Non, ça ne m'a pas surpris. On avait entendu dire qu'elle serait très très bien suivie. Et puis je dois dire, ça ne m'a pas surpris non plus parce qu'on comprend bien et on sent bien le ras-le-bol sur le terrain. Ça fait 3 années scolaires qui ont été fortement impactées par la crise sanitaire et je dois dire que le mois de décembre et le mois de janvier ont été particulièrement difficiles avec la vague Delta et puis la vague Omicron, la vague Omicron en particulier qui était désastreuse sur le plan d'organisation scolaire tellement le virus était virulent. Il y a eu beaucoup d'absents à la fois chez les élèves et à la fois chez les enseignants. Je vous propose quand même qu'on écoute les revendications de ces manifestants. Vous allez voir, ils ne sont pas tendres, ils sont même relativement critiques. Vous allez leur répondre juste après. On
donne pas du tout les moyens pour faire le travail qu'on nous demande de faire. On doit tout payer nous-mêmes, le masque qu'on porte, le matériel. Il y a des différences aussi entre les niveaux, maternelle, primaire, secondaire. Et donc voilà, on a besoin de moyens et on ne nous les donne pas. Je dis rien que les PC pour les élèves, il n'y a pas d'argent pour acheter des PC pour les élèves. Les détecteurs de CO2, on n'en a pas. Donc voilà. Vous ressentez ça au quotidien dans votre école ? Bien sûr, on est là pour ça. Pendant toute cette crise Covid, le monde de l'enseignement a dû s'adapter constamment. L'enseignement à distance, les masques, les mesures, les circulaires qui tombent tous les jours, qui font qu'on doit tout changer. Et la fonction n'est pas valorisée. On réclame plus d'enseignants, plus de personnel, des bâtiments en meilleur état, des classes plus petites et une revalorisation de la fonction pour que plus de gens soient intéressés à venir dans l'enseignement. Parce qu'il y a tellement de pénurie qu'on doit prendre beaucoup de gens de l'extérieur qui n'ont pas de formation pédagogique. Voilà, donc des propos recueillis hier par Bernard Denuy et Béatrice Broutou. Première réponse peut-être sur le manque d'équipement, notamment le fait qu'il n'y ait pas de détecteurs. On avait quand même annoncé qu'on allait permettre aux écoles d'acheter des détecteurs et qu'on les rembourserait après. Alors, c'est pas tout à fait votre compétence, parce que les établissements scolaires, l'équipement, ça c'est chez Frédéric Dardenne. Oui, mais avec le gouvernement de la Fédération de Bruxelles, on a vraiment essayé de tout le temps aider dans les établissements à surmonter cette crise, d'une part en équipement et d'autre part pour essayer de réparer les dégâts pédagogiques. On a dépensé 160 millions d'euros en 18 mois pour pouvoir faire face. Et donc, par exemple, les CO2 mètres, on les a subventionnés à hauteur de 3 millions d'euros. Ça permet quand même d'équiper déjà les écoles, peut-être pas de mettre un détecteur dans chaque classe payé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais vraiment beaucoup d'écoles se sont équipées et ont pu en tout cas en grande partie être subsidiées. Idem, Madame citait l'exemple des PC pour les élèves. On a mis 25 millions d'euros, mais il faut reconnaître aussi qu'on partait d'une situation très compliquée où les écoles étaient peu ou mal équipées et que du jour au lendemain, quasiment, on a dû faire de l'hybridation. Donc mettre tout ça en route, ça a pris un certain temps, c'est vrai, il faut le reconnaître, les difficultés sur le terrain, elles sont réelles et je ne veux pas du tout les nier, mais on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. 160 millions d'euros dans le contexte budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est vraiment important. Ouais. La question de la valorisation ou revalorisation des enseignants qui était pointée par la deuxième intervenante, il est possible d'augmenter le salaire des enseignants ou pas ? Alors, augmenter le salaire des enseignants en soi, pour l'instant, ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas ce qui est sur la table. Parmi les choses qui sont sur la table dans le cadre de l'accord sectoriel, on a décidé de mettre un groupe de travail pour réfléchir à un nouveau barème lié à la nouvelle formation initiale des enseignants. Vous savez que la formation des enseignants va passer de 3 ans à 4 ans. Et donc, les syndicats revendiquent, et à juste titre, une augmentation barémique. Mais vu les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on doit veiller à la soutenabilité de l'ensemble pour l'avenir de la Fédération. Et donc, on a convenu de réfléchir à ça. On a un peu de temps puisque les premiers enseignants sortiront de cette nouvelle formation initiale en 2027. Mais voilà, le problème, il est bien réel, il est bien là. Ça ne nous empêche pas de travailler, évidemment, sur les conditions de travail en général des enseignants. Vous savez, déjà avant, les enseignants se plaignaient de leurs conditions de travail. La crise les a rendues encore plus difficiles. Donc, évidemment que si on veut lutter contre la pénurie, revaloriser le métier, il faut continuer à y travailler tout le temps. Et pour vous donner simplement un exemple, on travaille sur ce qu'on appelle la carrière en 3 étapes pour vraiment essayer de privilégier l'entrée dans le métier, mais aussi alléger un peu la tâche des enseignants qui ont déjà 15 ans d'ancienneté et qui n'ont plus envie de faire 100% de leur tâche en face classe, mais mettre un peu leur expérience à disposition pour aider et soutenir des jeunes enseignants, par exemple. Faire du coaching de leurs nouveaux collègues qui arrivent. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les conséquences de la Covid-19 sur la qualité de l'enseignement et sur la qualité des apprentissages. Il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent du niveau des élèves. Est-ce qu'il va y avoir des difficultés ? Est-ce que le retard qu'on a pris pendant ces 3 années scolaires perturbées, on va pouvoir le rattraper un jour? Alors, évidemment, je ne voudrais ni dramatiser, ni être aveugle face aux difficultés. On doit trouver le chemin au milieu. Il y a des vraies inquiétudes de la part des parents, mais aussi de la part des enseignants. Après 3 années perturbées, c'est clair qu'on voit des retards. D'un autre côté, on a mis beaucoup de moyens en encadrement à disposition des écoles, 80 millions d'euros, pour financer des périodes supplémentaires de professeurs pour faire de la remédiation, etc. On va continuer l'année prochaine avec l'entrée en vigueur du nouveau tronc commun, avec l'accompagnement personnalisé pour vraiment venir au cœur des difficultés dès le début du parcours scolaire. Personnalisé, ça veut dire qu'on met un enseignant avec un élève. Ça veut dire que pendant plusieurs périodes par semaine, on va prendre le temps de s'arrêter, faire de la différenciation pour que les difficultés scolaires ne s'accumulent pas avec le temps et pour éviter évidemment à terme le redoublement, l'échec scolaire, etc. On a parlé de se concentrer sur les essentiels. Donc les essentiels, je rappelle, c'est les éléments, les apprentissages qui sont indispensables à la
poursuite de la scolarité. Est-ce qu'ils ont déjà été communiqués aux enseignants et est-ce qu'on va modifier les épreuves de fin d'année, sachant qu'habituellement elles sont prêtes un an à l'avance? Oui, effectivement, vous avez raison. Et donc, on a déjà communiqué qu'on allait pouvoir réutiliser les essentiels. Je crois que c'est vraiment nécessaire. Donc, ce sont ceux de l'an dernier qu'on reprend? Oui, le travail a été fait. Donc, les essentiels, ils ont été identifiés. Pour le moment, j'ai confié la tâche à l'administration de bien vérifier que les essentiels tels qu'on les avait définis l'année passée correspondent bien aux épreuves donc, ils ne externes sont pas encore communiqués de aux cette enseignants. année. Voilà, on est en train de finaliser pour que ça Parce que corresponde ça, les enseignants bien. demandent à les avoir assez rapidement pour être fixés. Avant les vacances de détente, donc de carnaval, pour pouvoir évidemment préparer la suite de l'année. Et pour les examens, on va faire comment? On va retirer les questions qui ne portent pas sur les essentiels? Voilà, c'est une des possibilités. C'est ça qu'on est en train d'analyser. Alors, on retourne chez Anaïs Corbin pour d'autres questions. Anaïs. Oui, alors Jim dit justement, comment expliquez-vous qu'en 20 ans, les résultats des réformes de l'enseignement principalement menées par le PACCDH n'aient mené qu'à une baisse des compétences de base et essentielles, ainsi qu'à un effondrement de la culture générale chez les Belges francophones? Alors, vous n'êtes pas ministre de l'Éducation depuis 20 ans, mais vous allez répondre au nom de tout le monde. Mais je pense que, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que tant au niveau international qu'au niveau belge, on est de mieux en mieux équipés pour mesurer justement le niveau de notre enseignement. On a des indicateurs aujourd'hui. C'est les fameuses enquêtes PISA, par exemple. On a les enquêtes PISA, les enquêtes Pearls, mais on a aussi des indicateurs propres à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui permettent de bien mesurer le niveau de nos élèves. C'est notamment pour ça qu'on fait les épreuves externes certificatives, le CEB, CE1D, CESS, pour pouvoir construire nos indicateurs et vérifier le niveau de l'enseignement. Mais c'est aussi parce que justement on n'est pas satisfait des résultats dans les enquêtes PISA, qu'on mesure un certain nombre de compétences à 15 ans et qu'on veut progresser, qu'il nous a semblé essentiel de mener cette grande réforme de l'enseignement qu'est le pacte pour un enseignement d'excellence, qu'on envisage sur 15 ans, qui est franchement assez ambitieuse et qui a vraiment pour objectif de réduire nos inégalités scolaires. Parce que ce qui caractérise principalement notre système, c'est pas tellement qu'on ait des mauvais résultats, qu'on forme des mauvais élèves, ils ne sont pas toujours très bons. Mais surtout en réalité que l'écart entre les très bons élèves qu'on forme et ceux qui sont complètement en décrochage du système est beaucoup trop élevé. C'est ça qui nous fait descendre dans PISA. Alors, puisque vous parlez du pacte d'excellence, qui est quand même une réforme qui a été lancée sous la législature précédente, ce n'est pas vous qui l'avez rédigé, ce pacte d'excellence, mais c'est vous qui devez l'implémenter. Ça ne fait pas malgré tout l'unanimité parmi les enseignants. Et on va entendre justement un témoignage recueilli par Bernard Denuy et Béatrice Broutou. C'était toujours lors de cette manifestation d'hier. Alors nous on est ici entre autres contre le pacte d'excellence qui est en train de s'appliquer depuis 5 ans sans trop d'objections, alors que c'est vraiment un projet réactionnaire qui va faire des économies dans l'enseignement sur le dos des profs, des élèves, qui va sanctionner les profs qui ne veulent pas mettre en place les plans de pilotage. Les plans de pilotage, c'est des mesures qui vont piloter les écoles comme des entreprises avec des objectifs chiffrés sur des élèves, alors que les élèves sont des humains, pas des marchandises. Vous demandez donc d'annuler ce pacte d'excellence ou de le modifier? Non, moi je pense qu'il n'est pas modifiable. D'ailleurs, c'est marqué dans les premières pages du pacte d'excellence. Il est marqué que c'est tout à prendre ou tout à laisser. Et je pense que maintenant, après 5 ans d'application, je crois qu'on peut dire maintenant qu'il faut vraiment tout rejeter, il faut vraiment arrêter ce pacte d'excellence. Alors on va rappeler que le pacte d'excellence, il avait été négocié notamment avec les syndicats d'enseignants, les pouvoirs organisateurs, les fédérations de parents, etc. C'est un projet réactionnaire qui a pour ambition de faire des économies et de pouvoir sanctionner les enseignants? Évidemment, je ne peux pas être d'accord avec ces propos. Moi, je crois que la seule chose qui est réactionnaire, c'est d'accepter le statu quo, alors que notre enseignement, tout le monde le décrit, tout le monde trouve qu'il ne va pas bien. Je pense qu'on doit le réformer, qu'on doit le réformer profondément, que cette réforme, elle a été réfléchie avec les représentants que vous avez cités, les acteurs institutionnels de l'enseignement, et qui se sont mis d'accord sur une série de constats. Je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Les plans de pilotage dont monsieur parle dans le reportage, ce sont des plans qui sont conçus par les équipes éducatives elles-mêmes, avec leur direction. C'est-à-dire que les écoles se fixent un certain nombre d'objectifs qu'elles veulent atteindre. Objectif, améliorer le niveau en français pour telle catégorie d'âge, lutter contre le redoublement, faire en sorte qu'on ait plus d'élèves qui réussissent. Enfin, voilà, ils se fixent un certain nombre d'objectifs par rapport à leur réalité, en équipe, et ensuite conclut un contrat d'objectifs avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que si on ne remplit pas son contrat d'objectifs, on peut être licencié quand on est un enseignant? Mais non, ce n'est pas du tout ça qui est prévu, évidemment. Il y a un délégué au contrat d'objectifs qui est un représentant, si vous voulez, de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui va collaborer avec l'école pour vérifier simplement que l'école avance vers ses objectifs. Ça me semble de la saine gestion, simplement, de se fixer des objectifs et essayer d'y parvenir. Je voudrais rajouter qu'il n'est pas du tout prévu de faire des économies dans l'enseignement. Rien que pour cette année, on injecte
injecte 278 millions d'euros dans le pacte. Alors, de temps en temps, les syndicats aiment bien dire on met de l'argent dans le pacte et on ne met pas de l'argent dans l'accord sectoriel. Je voudrais rappeler que dans ces 278 millions d'euros, il y a plusieurs centaines de millions d'euros qui sont prévus pour de la création d'emplois, pour renforcer par exemple l'encadrement maternel, pour renforcer l'encadrement des enfants qui ne maîtrisent pas le français, etc. Et donc tout ça, c'est aussi du soutien aux enseignants. Et donc je crois qu'il ne faut pas opposer les mesures, mais en tout cas dire que le pacte aujourd'hui, que ça fait 5 ans qu'il est en place et que ça demande des économies aux écoles, c'est faux. Ouais. Alors, on va reprendre une autre question, ou 2 autres questions peut-être encore, chez Anaïs Corbin. Oui, effectivement. Alors, 2 questions. Catherine, d'abord, qui demande où en est la réforme des nouveaux rythmes scolaires. Va-t-elle entrer en application à la rentrée scolaire prochaine ou est-elle mise au frigo? Et ensuite, Cathy, qui demande si ce n'est pas renforcer l'idée de la scission entre la Flandre et le reste du pays que de proposer un projet de vacances de la sorte. Ça se passe comment pour les parents séparés, l'un en Wallonie ou l'autre en Flandre? Alors, Catherine et Cathy, la réponse de Caroline. Alors, donc le projet n'est pas enterré, ça c'est la première réponse. Donc, nous avons approuvé l'avant-projet de décret en 2e lecture au gouvernement, ce qui veut dire qu'on vient de recevoir l'avis du Conseil d'État et on va le repasser en 3e lecture au gouvernement avant de le déposer au Parlement dans les toutes prochaines semaines. L'idée est qu'il passe en commission éducation le 15 mars et en plénière le 30. Et donc, on aura un vote définitif sur ce texte le 30 mars. Évidemment, je dois respecter le travail du Parlement, donc je ne peux pas vous dire qu'il va être approuvé, ça dépendra du vote du Parlement. Ouais, mais s'il est approuvé, ça rentre en application quand alors? Donc la prochaine rentrée aura lieu le 29 août 2022 plutôt que le 1er septembre. Donc c'est bien la rentrée prochaine que ça s'applique. Oui. Qu'est-ce que vous répondez aux parents qui ont par exemple un enfant dans l'enseignement francophone, un autre dans l'enseignement néerlandophone et qui vont avoir quelques semaines de décalage? Mais qu'effectivement, ça fait partie de nos préoccupations et que moi je préférerais que ces nouveaux rythmes soient appliqués dans l'ensemble du pays parce que simplement je suis convaincue du bien fondé de cette réforme pour le bien-être des élèves mais aussi des professeurs. Je crois que les Flamands ne sont pas sourds à nos arguments. Donc le débat vit pas mal en Flandre aussi et j'essaie toujours de les convaincre. Donc c'est pas exclu qu'ils se calent sur le même rythme. J'espère vraiment qu'ils vont nous emboîter le pas le plus vite possible. C'est pas à mon avis possible que ce soit pour cette rentrée-ci, parce que le débat a seulement été lancé. Mais ils ont lancé une grande enquête d'opinion à ce sujet et ils ont aussi des experts qui poussent le débat dans ce sens-là. Et donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir s'harmoniser très vite. Mais je rappelle que l'enseignement est une matière communautaire et que donc chacun est maître dans sa communauté. Ouais. Je ne peux pas leur imposer notre timing. Alors je voudrais qu'on parle des inscriptions dans le secondaire, parce que ça va être la période, je pense, la semaine prochaine, pour commencer à remplir les dossiers. Petite nouveauté pour la rentrée 2022, dans certaines écoles qui ne sont pas complètes, celles qui ne sont jamais complètes, on va pouvoir s'inscrire directement. Ça, c'est une petite nouveauté. Oui, est-ce qu'il y a des écoles dans ce cas de figure à Bruxelles? Alors, je n'ai pas vérifié la liste avant de venir. Il doit y en avoir peu, parce que donc malheureusement... C'est plutôt en Wallonie qu'il y aura cette facilité. Oui. Malheureusement, Bruxelles est en forte tension démographique encore et toujours. Donc, il y a beaucoup d'écoles complètes, mais il doit y en avoir certainement. Tout ceci est disponible sur le site internet du décret inscription. C'est vrai que c'est la seule chose qui va changer cette année, parce que c'est quelque chose qui va venir faciliter un peu la procédure. Et je rappelle aux parents qu'ils peuvent rentrer leur formulaire unique d'inscription dans l'école de leur premier choix à partir de lundi et que ça va durer pendant 3 semaines. Donc le 14 février, la procédure démarre jusqu'au 11 mars. Et à ce moment-là, vous pouvez introduire votre formulaire quand vous voulez. C'est pas le premier arrivé, premier servi, quoi. Donc vous pouvez y aller calmement, dans l'ordre. Mais donc ne pas oublier de rentrer ce formulaire, c'est très très important. Vous l'avez reçu normalement via l'école primaire de votre enfant. L'autre volet de la réforme, celui qui va justement repondérer, revoir un petit peu le poids des différents critères et notamment les questions de distance entre le domicile et l'école, par exemple. Ça rentrera en vigueur pour la rentrée 2023. Donc rentrée 2023, ça veut dire... ça va changer beaucoup de choses? Ça va changer, ça va changer un peu la pondération des fameux critères qui composent cet indice composite. On a essayé d'un peu corriger certains effets pervers du décret précédent, c'est-à-dire qu'il y avait au sein de l'indice composite beaucoup de poids sur le critère domicile école primaire, et c'est quelque chose qui a été vécu de manière un peu injuste par les parents, et donc on a baissé ce critère. Donc là, il y a une petite correction. Voilà, augmenté un autre. L'année prochaine, à la rentrée de septembre, on doit s'attendre à ce qu'il y ait encore un certain nombre de crispations à Bruxelles. Il y avait un certain nombre de projets d'école qui n'ont pas pu voir le jour ou qui ont été retardés. Ça veut dire que la situation sera de nouveau tendue? La situation s'annonce un peu tendue, un peu comme l'année passée, mais cette fois-ci, on a vraiment bien pu prendre les devants au niveau du gouvernement, comme on s'y attendait. On a réuni un groupe de travail, une task force spécialement pour créer des places à Bruxelles en urgence, et donc je suis assez confiante sur la procédure. Alors on va terminer par de la politique pure et dure, si vous voulez bien, Caroline Désir. On sait qu'il y a un budget de 12 milliards par an à la Fédération, mais que
tous les ans, il y a un déficit de 1 milliard. C'est-à-dire que l'endettement, c'est une espèce de boule de neige, donc ça devient compliqué. C'est difficile d'envisager de faire des économies, sauf si vous me dites l'inverse. Une des solutions envisagées, ce serait de partager ou peut-être transférer des compétences de la fédération vers les régions, avec l'idée qu'on pourrait avoir des synergies, des économies d'échelle, et qu'aussi les régions, elles ont la possibilité de lever des taxes ou des impôts et peut-être de refinancer. Vous n'êtes a priori pas favorable à cette solution. Pourquoi ? Alors, a priori, parce que je pense qu'il y a du sens à avoir une entité communautaire, qu'il y a du sens à avoir des liens de solidarité entre francophones. Pas un enseignement wallon et un enseignement bruxellois, c'est ça le danger. Notamment, moi, ma crainte, c'est surtout pour les parcours des élèves. Est-ce que ça a du sens d'enseigner le français ou les maths différemment en Wallonie ou à Bruxelles ? On a aussi énormément de mobilité chez nos enseignants, par exemple. Et donc, en termes de parcours professionnel, on a par exemple beaucoup d'enseignants qui viennent de Wallonie, qui travaillent à Bruxelles ou le contraire. Voilà, tout ça, ça va complexifier les choses. Si on scinde cette compétence en deux, il faudrait en plus dédoubler les administrations. On a parlé tout à l'heure du pacte qui va encore durer pendant 10 ans. Peut-être tout serait à refaire si on régionalisait maintenant. Ça me paraît être un mauvais moment puisqu'on est en train d'essayer de réformer notre enseignement pour améliorer sa qualité. Malgré tout, même si vous n'êtes pas favorable, il y a quand même une réflexion sur une nouvelle architecture des institutions francophones. Oui, et l'idée qu'il faut le faire avant 2024 pour ne pas se retrouver acculé à devoir demander un refinancement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais je pense qu'on peut elle avance cette réflexion ou elle n'avance pas ? Oui, elle avance. Je pense qu'on ne peut pas non plus nier les problèmes que vous souleviez. Donc on a des recettes sur lesquelles on n'a pas de prise alors que les dépenses augmentent. Ça a été encore plus le cas avec évidemment cette crise sanitaire. Mais c'est un peu le cas aussi de toutes les entités pour le moment. Donc on sait bien que toutes les entités sont en difficulté. On doit en parler. C'est le cas au fédéral. Vous le savez, des groupes de travail sont en route. Merci beaucoup, Avec Caroline Désir, ministre de l'Éducation, d'avoir été notre invitée.